Le client a toujours raison, même quand il sait qu'on sait qu'il a tort. Christophe Famechon est directeur de la relation client chez Fnac Darty. Bien plus qu'un simple distributeur multispécialiste, le groupe est reconnu pour la qualité de son service client. Christophe chapeaute 1300 collaborateurs qui gèrent 13 millions de contacts annuels. Son combat, changer le regard sur les centres d'appel et innover. Depuis 3 ans, il transforme le management pour plus d'agilité et de responsabilisation des équipes. Un parcours semé d'embûches, de belles surprises aussi, qu'il nous raconte dans cette deuxième partie. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Pour revenir à toi et à ton expérience, tu es directeur de la relation client chez Fnac Darty et tu as été élu, d'ailleurs, personnalité client 2021. Notamment parce que tu as à ton actif la transformation du management au sein du service client, au début chez Darty et aujourd'hui chez Fnac Darty. La transformation du management, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as été élu personnalité client 2021 ? Alors tu sais, quand t'es élu, c'est souvent parce que t'es déjà un peu plus âgé. Finalement, si t'es apprécié, t'as plus de gens qui te connaissent. Donc c'est aussi une question d'âge, tu vois, pour être humble par rapport à ça. Alors c'est vrai que le service client, tu vois, ça fait 25 ans que je le pratique. Au début, c'était les call centers. Ça a souvent été des variables d'ajustement de coûts. C'est pas des métiers très glamour qui font rêver les gens. Personne ne rêve de travailler dans un call center. Moi-même, ayant fait une école de commerce, je me voyais pas, je savais même pas ce que ça voulait dire comme métier. Donc, on va remercier le Covid et la crise sanitaire. Parce que finalement, on s'est aperçu que quand tous les magasins sont fermés, les seuls qui parlent aux clients, c'est les gens de la relation client. Oui. Et on s'est aperçu aussi qu'on peut pas être un e-commerçant, comme je le disais tout à l'heure, puissant, si on n'a pas un service client respectable et puissant derrière pour accompagner les consommateurs. Donc ça a été un facteur absolument incroyable, finalement, de visibilité, et on n'est pas les seuls. Tous les e-commerçants se sont dit, il faut, pour se développer, c'est pas seulement un site web, il faut assurer derrière les problèmes logistiques, les problèmes de SAV, les problèmes de remboursement, etc., les retours. Donc tout ça, si tu veux, ça apparaît avec la digitalisation de l'économie et la crise sanitaire, ça apparaît au grand jour. Mais ça veut dire qu'un chatbot, ça suffit pas finalement. Ça suffit pas. Deuxième chose, c'est que quand tu digitalises l'expérience de vente, nous, on a aussi digitalisé l'expérience de relation client. Donc finalement, on a incorporé nos parcours d'accès, et ça dès 2019. Alors on a eu un peu de bol, c'est que on a commencé beaucoup de choses en 2018-2019, ce qui fait que on n'était pas trop pris au dépourvu en 2020. Enfin, évidemment, on a été surpris comme tout le monde, mais globalement, on avait les outils, on avait l'infrastructure, etc. Donc, on a beaucoup investi dans les parcours digitaux depuis 2019. Tu vois, moi, j'avais que 12% de mes contacts digitaux au service client sur les 12% de l'intégralité des contacts qui étaient digitaux. 88% c'était le téléphone. Ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, sur la Fnac, je suis à plus de 56% de contacts digitaux. Ah oui, d'accord. 56%. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il préfère, plutôt que d'appeler une hotline, de pas savoir où est-ce qu'il va être traité, d'entendre musique, etc. Bref, il préfère, on est tous zappeurs, et puis on aime faire plusieurs choses en même temps. Et le chat, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, c'est quand même dans l'air du temps, quoi. Tout le monde fait ça. D'ailleurs, pour les jeunes générations, ils comprennent même pas qu'il fallait appeler un numéro de téléphone pour avoir un renseignement. Donc, dès 2019, on a ouvert et on l'a accéléré en 2020 tous les canaux digitaux. On peut nous joindre sur Instagram, sur WhatsApp, sur Apple Messages, sur Google Business Messages, sur Messenger, sur Facebook, sur Twitter. On peut nous contacter. On a tout ouvert. On s'est dit, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça a explosé. On a eu beaucoup peur avec WhatsApp. On est allé tranquille au début parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va être capable d'assurer ? Avec WhatsApp, ça veut dire que vous donnez un numéro et les gens peuvent contacter directement sur ce numéro-là. Oui, via WhatsApp, ouais. Et ça a eu des effets incroyables. On a augmenté de manière significative nos niveaux de satisfaction client. Parce que, finalement, ces canaux digitaux, ça correspond aux aspirations des gens. Oui. Et pourquoi ? Parce que, quand tu es au téléphone, tu es seul avec ton client. Et le client, il a une émotion, il a une logique, il a un vécu, il a une attente immédiate. Donc, parfois, pour un conseiller, c'est très compliqué de se concentrer sur ce que nous dit le client et essayer de trouver une solution. Quand tu reçois un message
sur WhatsApp, par exemple, sur Messenger. Nous, il y a le temps, en fait. Nous, on le temps de répond prendre l'info. Voilà. Exactement, on répond en moyenne en 4 minutes. Ce qui est hyper rapide, je crois qu'on est les plus rapides du marché. Mais en 4 minutes, tu as le temps d'être intelligent, d'aller chercher la bonne information et surtout de demander à tes collègues, à un expert, est-ce que ça c'est la bonne réponse? Donc ça nous a rendu aussi non seulement ça correspondait aux attentes des consommateurs, mais nous on était plus efficaces. Meilleure réponse, meilleure satisfaction. Et pour le collaborateur, finalement, c'était moins stressant. C'est beaucoup moins stressant de travailler là-dessus. Alors je te rassure, si effectivement le sujet est très compliqué, on rappelle immédiatement le client, parce que parfois mieux vaut un petit coup de fil que des échanges trop longs quand il y a des sujets complexes. En fait, le digital a complètement changé les métiers des call centers, des centres d'appel. Exactement. Par, oui, en effet, tous les réseaux sociaux, les moyens de communication, etc. quoi. Et alors, en plus, si tu veux, plusieurs choses apparaissent. C'est que les grandes enseignes comme nous, et ben finalement, le consommateur a pris le pouvoir. Parce qu'il suffit maintenant de dénoncer tel truc sur des avis sur Twitter. Donc maintenant, moi je reçois des messages sur LinkedIn ou le président de Fnac Darty reçoit des messages. Si tu veux, ça déborde de partout. Et le consommateur, il a enfin pris le pouvoir sur les marques. Et nous, on a acté ça et on a décidé de dire, si c'est comme ça, on vous donne la possibilité de nous joindre. Parce que quand tu fais bien ton boulot, même si tu as un problème à la base et que tu arrives à trouver une solution au client, tu l'engages beaucoup plus. Si tu dis, ok, j'ai eu un problème, mais il y a eu du répondant. Même si au départ on a eu peur d'être submergé par les messages qui arrivent de tous les côtés. Moi je me rappelle, c'était en 2020, fin 2020, début 2021, le lancement de la PS5, donc qui est quand même l'événement le plus connu puisque ça sort tous les 4-5 ans, donc c'est pire que l'iPhone, tu vois. Et puis à l'époque il y avait des problèmes logistiques, des retards, etc. Donc on s'est fait inonder sur Twitter. Et on a répondu. Voilà, on a répondu quoi. Et les gens, ils aiment bien, même s'ils se déchaînent, ils aiment bien qu'on soit là pour répondre. Donc ça, si tu veux, ça a eu aussi un autre impact, c'est qu'à partir du moment où le consommateur a pris le pouvoir sur les marques, eh bien nous, le service client, on a pris le pouvoir en interne. On a pris le pouvoir en interne. Alors ça veut dire quoi? Vous avez complètement cassé l'organisation? Et ça veut dire que quand un consommateur émet une réclamation par téléphone, dans le meilleur des cas, le conseiller envoie un mail au directeur de magasin, au directeur de la livraison pour dire là il s'est passé ça, ça et ça. Il n'y a pas forcément de suivi, etc. Je dis pas qu'on ne traite pas, mais ça rentre dans un circuit autre. Quand un de mes conseillers dit tiens, il y a un de tes clients qui dit ça sur Twitter ou sur Google, sur tes avis Google, et bien, le directeur de magasin, il peut répondre directement. Oui, et puis surtout c'est visible. Donc ce qu'on lui dit, il agit. Ça remonte tout de suite. Donc, en effet. Écoute, quand on leur dit il y a une alerte, quand je dis prendre le pouvoir, c'est on utilise ce levier du consommateur pour accélérer les résolutions. Donc tu vois, le métier, il a pris cette visibilité en interne. Tout le monde compte sur nous, à la fois pour répondre, mais aussi pour être la courroie de transmission, pour essayer d'accélérer les résolutions des problèmes. Donc ça, c'est super, ça donne beaucoup plus de visibilité, ça donne beaucoup plus finalement de pouvoir, d'autonomie à nos conseillers, et surtout, nos conseillers, quand ils travaillent, maintenant, ils travaillent en mode collaboratif. Et ça change tout. Ouais, ça change tout. Pourquoi ? Parce que maintenant, un conseiller, il va pas seulement demander à son chef est-ce que j'ai bien répondu, il va demander surtout à celui qui sait est-ce que c'est la bonne réponse. Et donc, pour ça, tu as lancé 2 centres dits agiles, au final. Ça représente 15% des collaborateurs. Exact. Et ça fait 3 ans. Écoute, ça fait 3 ans, même un petit peu plus. C'est ça fait un petit peu plus de 3 ans. On l'a lancé à Casablanca chez un de nos partenaire historique, qui est le groupe Intelsia, qui a joué le jeu. Et on l'a lancé sur Bègles Bordeaux, sur un site interne, début 2020. Voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de doutes. Forcément, ça fait partie en général de l'aventure de l'agilité ou des entreprises libérées. Exactement. Il y a plus de questions que de réponses. Exactement. Et effectivement, le concept initial, ce sont les entreprises libérées qui ont été mis à l'honneur en France par Isaac Getz à partir des années 90-2000. Nous, on l'a appelé ça le call center agile parce que libéré, ça fait aussi un peu peur. On se demande ce qui va se passer. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est créer beaucoup de rapidité, d'efficacité grâce à une organisation qui est plutôt décloisonnée, qui s'inspire beaucoup de ce que Frédéric Laloux a écrit dans son livre d'organisation Reinventing Organization.
Donc, on considère nos organisations comme des organismes vivants et pas comme des modèles industriels. Ça veut dire que si c'est un organisme vivant, eh bien, il s'adapte en permanence aux évolutions de son environnement. Ouais, donc autant à la demande du client directement, et il s'adapte aux personnalités qui font partie de chaque centre d'appel. Alors J'imagine oui, que ça fait tout bouger, quoi. ça fait tout bouger. Alors parfois, ça a été un peu compliqué, hein. Si c'était simple, tout le monde l'aurait déjà fait. Donc, comment changer l'organisation sans créer l'anarchie, parce que c'était ça le premier truc. Comment continuer à répondre aux clients, comment donner le pouvoir tout en donnant des lignes directrices, comment aider les gens à se structurer, à s'organiser. Tout ça, c'est des questions, des expérimentations, des pilotes, des erreurs, etc. Mais globalement, ce qu'on peut en dire après plus de 3 ans, c'est que, on a un niveau d'engagement jamais atteint des collaborateurs. Ah oui. Et on le mesure tous les mois. Mais c'est un truc démentiel. Même au niveau du turnover, du coup, j'imagine qu'il y a un effet. On a divisé par 2 le turnover, on a divisé par 4 l'absentéisme. Donc tous les indicateurs sociaux sont vraiment hyper positifs. Mais ça nécessite aussi un cadre qui n'est plus le cadre formel de la hiérarchie, même si ça peut nous arriver d'intervenir lorsque les gens sont hors cadre. Et le cadre, il est défini d'abord par des principes de fonctionnement. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas forcément de structure hiérarchique, mais en revanche, il y a des règles, ou en tout cas, ce que tu dis, des principes qui doivent, disons, diriger le comportement de chacun. Exactement. Et quels sont ces 3 principes de fonctionnement ? Alors, écoute, nous, on a défini des principes de fonctionnement qui est propre à chaque organisation. Alors, pourquoi 3 ? Parce que tu sais, souvent les entreprises, elles affichent leurs valeurs, etc. Mais finalement, personne ne le sait. Donc on s'est dit 3, c'est facile à retenir. 4, oui, c'est compliqué. Donc le premier principe, c'est la solidarité. C'est très important parce que quand on est dans des équipes autonomes, arriver en retard, pas prendre moins d'appels que ses copains, c'est pas être très solidaire. Ou laisser les cas le plus compliqués à son copain, ou ne pas aider quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas être solidaire. Tu vois, donc solidarité, tout le monde comprend. Deuxième chose, l'implication. On est là pour être impliqué. Pareil, si on prend moins d'appels que les copains. Donc, ça veut dire que cette liberté, oui, mais il faut être impliqué dans ce qu'on fait. Et troisième chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est comme on laisse de la liberté et de l'autonomie, il faut, et on rappelle ça, on est intègre, on tient nos engagements. Les conseillers ont une marge de manœuvre énorme sur toutes les compensations financières qu'ils peuvent accorder aux clients. Mais là-dessus, ça nécessite aussi une grande intégrité. En fait, il y a quand même des leaders ou des coachs, en tout cas, qui sont là pour servir de conseil ou rappeler alors les 3 principes de fonctionnement. Alors, on a effectivement des équipes agiles qui sont organisées autour de 7 personnes avec des compétences multiples. Elles se sont auto-choisies. Elles peuvent évoluer. Il y a des gens qui rentrent et des gens qui partent. Quand il y a des nouveaux qui sont recrutés, il y a une espèce de mercato interne qui sont attirés, etc. Dans ces équipes, il y a forcément des leaders qui se dégagent. Ça peut être des leaders dans l'animation, ça peut être des leaders dans la formation. Donc, on fait émerger des leaders qui, voilà, on les aide aussi à émerger en évitant les crispations. On leur donne des règles du jeu pour savoir décider. Et évidemment, il y a des coachs. Un coach gère 2 équipes. Et le coach, c'est une courroie aussi d'informations sur les informations importantes de l'entreprise. On n'est pas hors sol, on est dans l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette courroie d'informations qui passe. Une courroie également sur la partie objectif à atteindre, même si l'animation se fait en interne. En tout cas, on replace les priorités du groupe. Et puis, on est en support également sur tout ce qui dépasse la compétence des équipes. On est dans un management, comme on dit en bon français, de servant leader. Le leader, il est là au service du collectif. D'accord. On le responsabilise, mais on l'aide justement, on l'amène à monter en compétence, quoi. Exactement. Ça fait 3 ans maintenant, il y a déjà, j'imagine, un petit peu de recul. Est-ce que ça a toujours été un long fleuve tranquille jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites ? Alors, on passe notre temps à faire des erreurs. Hein. Donc, on passe notre temps à faire des erreurs. Ce qui est assez remarquable, c'est que l'organisation s'adapte extrêmement vite au changement de l'environnement, mais également, on apprend très très vite de nos erreurs. Donc, finalement, on a des discours entre collaborateurs, entre collègues, sur des débriefs qui sont assez responsables. C'est-à-dire qu'on sait quand on fait des erreurs, on est capable d'en parler sans forcément jeter l'opprobre, mais justement pour en tirer des conclusions et changer les choses. Donc, l'organisation monte en maturité dans la mesure où on est capable d'analyser ensemble une situation qui ne va pas et d'en tirer ensemble des conclusions. Ça, c'est très fort. Mais des erreurs, on en fait tout le temps.
Oui, c'est ce qu'on disait au début, quoi. Libérer une entreprise ou la rendre plus agile, c'est toujours plus de questions que de réponses. Exactement, c'est ce que me disait Isaac Getz en disant mais c'est normal. C'est vrai qu'au début je m'arrachais un peu les cheveux en disant mais quand est-ce que ça a fonctionné? Non mais c'est normal de se poser des questions et ça permet aussi de faire avancer. Mais pour le management qui reste, c'est beaucoup de c'est vraiment c'est un gros travail sur soi-même parce qu'il faut laisser de la liberté et en même temps parfois être capable de redonner du sens au cadre. Comment est-ce qu'on change une organisation qui est déjà établie? Pour reparler de ce qu'on disait au début de notre échange, quand tu es arrivé chez Darty et que le dernier monsieur Darty qui était là a dit: «Attention, c'est quand même mon nom». Comment on fait au final pour tout changer? J'imagine que ça se fait pas tout seul, quoi. Ce que je leur ai dit, je crois que j'ai commencé quand j'ai fait une réunion. Je me rappelle quand on a lancé ça au Maroc, on a lancé ça aussi. Là, je t'ai parlé de Bordeaux, mais aussi de Maroc. On avait lancé ça en grande pompe avec Intelsia, en disant, je crois que le titre de l'organisation, c'est de devenir votre propre manager. Et ils avaient diffusé ça à travers toute l'organisation. Il y avait eu 3 candidats. Donc ça avait été un flop intégral. Et bon, on se dit, il y en a 3, on va commencer avec 3. Donc, tu vois, c'est pas parce que tu décides d'une grande révolution que ça marche. Et je me souviens sur Bordeaux, il y avait quelques personnes qui étaient pour, quelques personnes qui étaient contre, et là, 81% des effectifs disent bon, on verra ce que ça donne. Donc, les grandes révolutions commencent finalement avec pas grand-chose finalement. Ouais. Et la première chose qu'on leur a dit, c'est quand même, n'oubliez pas ce qui est écrit dans votre contrat de travail. 100% de clients satisfaits. Finalement, il faut revenir à l'histoire. La culture, c'est 100% de clients satisfaits. Et j'aurais dit, est-ce qu'on le fait aujourd'hui 100% de clients satisfaits? Non. Eh ben non. Donc, on va faire les choses différemment pour essayer d'atteindre ça. Donc ça, c'est notre objectif. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup avec Dean Groman, qui est un spécialiste aussi des organisations, pour nous aider à structurer la démarche, parce que il fallait pas que ça devienne l'anarchie, donc il fallait donner un cadre, il fallait les aider, il fallait mettre en place des formations en communication non violente, leur expliquer comment travailler, comment décider quand il n'y a pas de chef, etc., etc. Donc on a mis en place des ateliers pour les aider à avoir des outils. Voilà. Et le gros travail, il a d'abord été fait sur l'encadrement, parce qu'il a fallu que d'abord l'encadrement acquiesce et dire oui, on veut y aller. Oui, bien sûr, parce que j'imagine qu'on peut pas lancer un changement comme celui-là sans avoir le big boss, l'accord du big boss et des RH surtout. Alors effectivement, moi j'aurais pas fait ça sans l'accord des RH et sans l'accord de mon chef qui m'a fait énormément confiance. Évidemment, dans un grand groupe, il faut baliser ça pour être sûr que cette expérimentation, même si elle dérape, tout le monde soit un peu au courant. Donc à ce moment-là, au Maroc, vous commencez la formation à 3. Oui. Et aujourd'hui, alors comment... Aujourd'hui, ils sont 130. Oui, ils sont 30, d'accord. Et quels sont leurs retours sur cette expérience-là? Écoute, on m'avait dit, ça marchera jamais au Maroc. Alors déjà, ça marchera jamais nulle part, et puis ça marchera jamais au Maroc. Et finalement, alors on a eu des hauts et des bas, parce que si tu veux, les principales problématiques liées au centre d'appel agile, c'est le fait que comme tu as moins d'encadrement, tu as moins d'amortisseurs quand il y a des problèmes. Donc il faut mettre en place d'autres systèmes pour revenir à la performance quand il y a des dérives. Donc ça a été assez compliqué. Donc on a eu beaucoup de résultats en dents de scie, des hauts et spectaculaires, des bas spectaculaires sur tous les indicateurs, avec quand même une constante, c'est qu'un niveau d'engagement des collaborateurs qui est supérieur, un niveau de turnover qui est inférieur à d'autres. Voilà, donc déjà ça. Et puis troisièmement, c'est qu'on fait émerger des leaders. Et ça, c'est top. J'ai vu des jeunes absolument incroyables qui ont pris le pouvoir de manière positive dans les organisations au service du collectif, et ça, c'est top. Et puis maintenant, 3 ans et demi après, 4 ans après au Maroc, ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, ça fonctionne au moins aussi bien qu'une organisation classique. Ah ouais, donc en fait, l'objectif est complètement rempli. Pour l'instant, il est rempli, ouais. Ouais, en 3 ans, donc qu'est-ce qui se passera dans les années à venir? Peut-être que l'objectif va être dépassé finalement. Tu me réinviteras. Promis, rendez-vous est pris. Est-ce que, on arrive à la fin de notre échange, est-ce que les call centers, les centres d'appel, sont des entreprises libérées comme les autres? Alors, d'une manière générale, les call centers, dans leur modèle historique depuis 25-30 ans, c'est des organisations tayloristes, avec 3, 4, 5, parfois 6 niveaux hiérarchiques. C'est ça la réalité. Moi, je pense que le futur des call centers, alors on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais le futur des call centers,
c'est aussi d'être capable d'avoir des gens de très haut niveau qui vont gérer tout ce que l'IA ne va pas gérer. Et pour ça, il faut leur donner un espace de jeu, une organisation complètement différente. Donc ça, je pense que c'est le futur. Est-ce que ça sera le futur du call center tel que je l'ai aujourd'hui? Je crois pas. On va s'adapter. Mais je pense que le futur est là, oui. En fait, ce genre de call center agile, justement, permet, par l'agilité, l'adaptation à une crise comme le Covid, mais comme on en vivra certainement d'autres. Et aussi, tu le disais, l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait trembler nombre de métiers, disons-le. Mais Ouais. en effet, les call centers font partie de ces premiers métiers, peut-être même menacés par l'intelligence artificielle. Alors, oui et non. Je pense que de toute façon, il y aura beaucoup plus de relations clients dans le futur que maintenant. Donc, les gens ont besoin de réassurance. Et donc, effectivement, les chatbots avec de l'IA générative vont couvrir une large partie du spectre. Mais il y aura tout le reste. C'est toujours Bernard Darty, parce que c'est bien de se référer aux gens qui nous ont précédés, disait aussi, le service client commence là où le process s'arrête. Et ça, c'est une phrase très forte. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous dépanner là où la machine, là où le process s'arrête. Et moi, j'y crois énormément. Ça sera forcément différent, ça sera peut-être pas les mêmes profils, ça sera peut-être pas le même nombre de personnes, mais on aura toujours besoin d'humain, d'un contact humain qui prend en compte et qui gère aussi les émotions du consommateur. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser au dernier épisode justement de Culture d'entreprise. On est avec une coach qui parle de la différence et des émotions au sein d'une entreprise et qui explique que selon elle, aujourd'hui, les entreprises fonctionnent trop comme des machines et qu'en fait, peut-être que l'essor de l'intelligence artificielle et de tout ce que ça va amener va rendre ce besoin d'humain beaucoup plus fort et donc va rendre nécessaire aussi une certaine agilité à l'intérieur des entreprises. Mais complètement. Plus le monde sera digitalisé, plus les interactions humaines seront valorisées, importantes. Et donc, elles doivent être topissimes, chaleureuses, attentionnées, bienveillantes. Au sein d'un grand groupe comme Fnac Darty, comment est perçue ton innovation managériale, enfin en tout cas ces centres agiles, cette agilité, est-ce qu'elle est étudiée, analysée et peut-être qu'elle sera appliquée demain dans l'ensemble de la structure ? Écoute, j'ai bénéficié de beaucoup de bienveillance. On est d'ailleurs dans le rapport RSE du groupe, donc tu vois, ça c'est une belle marque de reconnaissance pour ce qu'on a fait. Je pense qu'on est encore au stade du laboratoire. Donc j'ai pas la prétention à vouloir changer toute l'organisation. J'ai juste la vocation à dire si vous voulez voir ce qui se passe, venez. Et d'ailleurs beaucoup de gens sont venus pour regarder ça. Ah oui, ok. Merci beaucoup Christophe de nous avoir partagé déjà les histoires de Fnac et de Darty. On l'a vu, donc 2 cultures d'entreprise qui sont très différentes et qui pourtant se sont mariées en 2016 et ça marche. Et puis du coup dans la deuxième partie de notre échange, de nous avoir parlé de ton aventure dans les call centers, des call centers agile. Je retiens du coup la nécessité quand même d'avoir des principes de fonctionnement. Il y en avait 3: implication, solidarité, intégrité, qui font au final un cadre, parce qu'on a quand même besoin d'un cadre. Donc merci beaucoup pour tout ça. À la fin de ce podcast, on termine souvent nos échanges par une citation. Est-ce que tu as préparé une citation ? Alors, tu vois, on va rester dans le thème, puisque moi je suis toujours très impressionné par Bernard Darty. Il a écrit un livre peu de temps avant sa mort, en 2018, et il m'a dédicacé d'ailleurs un de ses exemplaires, donc je suis très heureux. Et il m'a écrit « Cher Christophe, le client a toujours raison, même quand il sait qu'on sait qu'il a tort. » Bernard Darty. C'est pas mal. Alors, ça veut dire quoi ? Je te laisse. Le client a toujours raison, même quand... En fait, c'est le client est roi. C'est un peu ça, ouais. Je trouve que c'est une très belle citation qui résume bien là jusqu'où doit nous amener la qualité de la relation client. Ouais, c'est génial de voir comme du coup la famille Darty, mais j'imagine que c'est un petit peu pareil pour la Fnac aussi, réussissent à imprégner encore aujourd'hui la culture d'entreprise de Fnac Darty. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au jour le jour, tout à fait.
Merci beaucoup Christophe pour cet échange très intéressant, très complet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.